ce premier thème sur les droits des consommateurs face aux services numériques. Je suis extrêmement honorée d'accueillir des personnalités extérieures qui vont, comme pour la précédente table ronde, discuter avec certains de nos partenaires fondateurs. Donc, je suis très honorée d'accueillir Sophie Chéniaud, magistrate, qui est chef du bureau du droit des obligations à la sous-direction du droit civil au ministère de la Justice. D'accueillir également Philippe Guillermin, que vous avez entendu tout à l'heure, qui est chef du bureau du droit de la consommation de la DGCCRF, et Bianca Schulz, responsable du Centre européen des consommateurs. Vous allez pouvoir échanger avec nos partenaires, que sont Nathalie Dubois, directrice juridique groupe de Fnac Darty, Patricia Fouché, qui est chef du bureau juridique de l'INC, dont vous venez de voir la vidéo, et Marc Lolivier, délégué général de la FEVAD. Alors, la modernisation des droits des consommateurs face aux services numériques se caractérise d'abord par une nouveauté qui est un élargissement des droits au contrat par lequel le consommateur bénéficie d'un contenu numérique et en échange duquel il va fournir une contrepartie autre que monétaire, c'est-à-dire il va donner accès à ses données personnelles. La pratique avait déjà réceptionné cette catégorie contractuelle, notamment dans le cadre de la mise en œuvre de la législation sur les clauses abusives. Cependant, c'est la première fois que cette catégorie est consacrée dans un texte. On a donc désormais deux contrats. Le contrat par lequel le consommateur s'engage à payer un prix et le contrat par lequel le consommateur fournit ses données personnelles. Donc, j'ai une première question à Sophie Chéniaud qui va nous expliquer comment s'annonce la réception par le droit français de cette nouvelle figure juridique. Alors, Sophie, on ne vous entend pas. Voilà, Oui. je crois que c'est parfait, c'est parfait. Oui, bonjour, je vous remercie de me donner la parole sur cette question. C'est assez intéressant de voir qu'en la matière, la jurisprudence, comme c'est souvent le cas, a assez largement précédé les évolutions normatives. Sur cette question, c'est le tribunal judiciaire de Paris qui a ouvert la voie, en s'inscrivant clairement dans le sillage d'une première recommandation qui avait été rendue sur la question par la Commission des clauses abusives en 2014. Et dans un certain nombre de décisions qui sont aujourd'hui assez connues, les décisions Twitter de 2018 ou Google+ et Facebook en 2019, les magistrats parisiens qui se sont trouvés comme tout un chacun confrontés à ces nouveaux modèles économiques du numérique, pour dire les choses simplement, ont considéré que pouvait être qualifié de contrat à titre onéreux, au sens de l'article 1107 du Code civil, le contrat dans le cadre duquel le professionnel fournit un service numérique, alors que le consommateur de son côté ne s'acquitte d'aucun prix, mais se contente, c'est déjà beaucoup, de permettre au professionnel de collecter ses données, et en particulier ses données personnelles. La difficulté d'une telle conception, on le voit assez rapidement, c'est d'éviter l'écueil qui est celui d'une patrimonialisation des données, en les appréhendant, ces données, comme une contrepartie qui serait directe à la fourniture d'un contenu ou d'un service numérique par le professionnel. Or, dans les différentes décisions que je citais, le tribunal judiciaire de Paris a précisément évité cet écueil, dans la mesure où il a considéré, les décisions sont extrêmement claires sur ce point, que l'avantage qui est reçu par le professionnel en contrepartie du service fourni ne provient pas des données en tant que telles, mais de la valorisation économique qui en est ultérieurement opérée par le prestataire de ces données déposées gratuitement. Donc la contrepartie, ce n'est pas la fourniture de données, mais c'est l'usage que le professionnel va en faire. Cette nuance est fondamentale. Elle a été rappelée assez fermement par le contrôleur européen à la protection des données à la fois en 2017 au sujet de la proposition de directive relative aux contrats de fourniture et de contenu et de services numériques qui a depuis été adoptée, puis en 2018 au sujet de la proposition de directive sur la modernisation de la protection des consommateurs.
déjà assez largement abordées. Il y a deux choses assez importantes qu'on peut retenir de ces avis. La première, très clairement, c'est le primat du RGPD sur le droit de la consommation, principe très général. La seconde, c'est l'affirmation selon laquelle les données personnelles ne peuvent être envisagées en tant que telles comme des contreparties contractuelles, en raison des droits fondamentaux qui leur sont attachés. Et le législateur européen a pris acte de ces avis du contrôleur européen à la protection des données et de ces principes assez généraux, puisque dans les deux directives de droit de la consommation auxquelles je faisais référence, qui ont donc été adoptées toutes deux en 2019, les contrats de fourniture de contenu ou de services numériques dans le cadre duquel les données du consommateur sont collectées sans que ne soit demandé le paiement d'un prix sont abordés non pas au titre de la définition du contrat, mais dans le champ d'application des textes. Ce qui permet en réalité de contourner la question de la nature de cette contrepartie du contenu ou du service numérique dès lors que la contrepartie est autre que monétaire. La seule certitude, c'est que cette contrepartie, ce n'est pas les données personnelles elles-mêmes, dès lors que ces données sont hors commerce. Et c'est évidemment dans cette même optique que le législateur français entend penser la transposition des différentes directives que j'évoquais. L'enjeu ici, c'est bien de concilier d'un côté le droit à la protection des données personnelles avec l'enjeu qui est de taille, que représente la prise en compte par le droit de la consommation des modèles économiques qui reposent sur la valorisation des données des utilisateurs. Donc, éviter toute patrimonialisation des données, c'est certain, mais sans pour autant laisser le consommateur démuni sous prétexte qu'il n'a pas rémunéré le professionnel à l'aide d'un prix. Voilà en quelques mots l'équilibre qui est recherché, et c'est dans cette optique qu'est abordée la transposition en droit interne des différents textes que j'abordais. Je vous remercie beaucoup parce que vous avez eu le mérite à 11h45 en quelques minutes d'être effectivement pour tous les participants très limpide sur cette question très importante de la différence entre la conception patrimoniale et la conception personnaliste des données qui n'était pas encore très poussée lors de la recommandation de la commission des clauses abusives et qui effectivement s'est ensuite précisée avec le RGPD. Alors, si on reste toujours sur cette question des droits des consommateurs face aux services numériques, on constate que la directive Omnibus comporte une deuxième nouveauté, qui est l'extension des droits aux services numériques, précisément. Pourquoi? Parce que la directive de 2011 sur les droits des consommateurs avait été conçue pour s'appliquer aux contrats portant sur des contenus numériques, l'achat de livres numériques par exemple, et il fallait pourtant moderniser les textes pour appréhender les services numériques, par exemple le stockage dans les nuages, et appréhender également les biens comportant des éléments numériques, comme les enceintes connectées par exemple. Et les droits des consommateurs ont été adaptés à cette nouvelle réalité. Alors, j'ai encore une question pour vous, Sophie Chéniaud, de la Direction des Affaires civiles et du Sceau. Quelles difficultés juridiques pose cette nouvelle notion que constituent les services numériques? Oui, je vous remercie de me donner la parole sur cette deuxième question, et je vous propose rapidement d'évoquer peut-être en quelques mots cette problématique d'un point de vue de droit des contrats. À cet égard, la question du traitement qui est réservé aux services juridiques reste relativement simple, du moins connue, tant que ces services sont appréhendés comme un objet contractuel autonome. Ce qui est par exemple le cas dans la directive 2019-770, qui est relative aux contrats de fourniture de contenu et de services numériques. Les choses se compliquent quelque peu dès lors que ces services vont être appréhendés non plus comme objet autonome, mais comme un objet contractuel hybride, comme intégré à un bien. Ces fameux biens comportant des éléments numériques que vise notamment la directive qui est jumelle de la 2019-770, c'est la 2019-771, relative cette fois au contrat de vente de biens, directive de 2019 également.
Dans ce cas, le service numérique, c'est l'élément numérique qui est incorporé dans un bien. Par exemple, on peut citer une télécommande de télévision qui comporte un bouton qui va permettre d'accéder à un service de streaming tel que Netflix. La question fondamentale qui va se poser face à un tel service numérique incorporé, ça sera une question de qualification qui va supposer d'identifier si la présence du service numérique permet de catégoriser un contrat de vente ou un contrat de fourniture de services numériques, dans la mesure où ces deux types de contrats ont vocation à être régis par des régimes juridiques distincts au sein du Code de la consommation, notamment pour ce qui est de la garantie de conformité. Alors, les directives de 2019 que j'évoquais et qui consacrent ces différentes notions proposent de tracer une frontière entre les deux contrats selon deux critères cumulatifs. On a un critère qui est fonctionnel. Ici, la question qui se pose, c'est celle de savoir si l'absence du service numérique serait de nature à empêcher le bien de remplir ces fonctions, première question. Et on a également un critère de nature contractuelle. Ici, la question, c'est celle de savoir si le service est fourni avec le bien dans le cadre du contrat de vente. Et si, après l'examen de ces deux questions donc cumulatives, un doute persiste, les directives prévoient que le service numérique sera présumé relever du contrat de vente. Alors, cette solution, elle n'est pas sans poser certaines difficultés. On le pressent assez rapidement, dans la mesure où le contrat de vente qui comprend des services numériques s'éloigne en réalité assez fortement du modèle du contrat de vente qui est celui du Code civil, tant du point de vue de sa nature que du point de vue de son régime. On est assez loin avec un service numérique qui bien souvent va être fourni de manière continue, du modèle du contrat de vente qui emporte transfert automatique de la propriété et délivrance instantanée d'un bien moyennant paiement d'un prix. Et ce faisant, avec l'émergence de cette nouvelle notion, c'est en réalité le régime du contrat de vente lui-même et l'architecture des contrats spéciaux qui se trouvent potentiellement impactés par cette nouvelle figure contractuelle. Figure contractuelle qui est née du droit de la consommation, mais qui questionne en réalité au-delà de ce seul droit d'un point de vue juridique. Je vous remercie beaucoup parce qu'effectivement, vous ouvrez en fait plein de pistes de réflexion. Alors, j'espère que nous aurons d'autres occasions de discuter effectivement de la conciliation des services numériques dans le cadre des deux autres directives que vous avez évoquées, la directive vente et la directive contenu numérique, qui ont été adoptées également en 2019. Mais finalement, le trait commun, ça reste quand même les droits des consommateurs, et je vais tout de suite me tourner vers Bianca Schulz du Centre européen des consommateurs France et vers Patricia Fouché, chef du service juridique INC, pour vous demander en quoi cette extension de la directive aux services numériques et protectrice des intérêts des consommateurs. Et je crois que c'est peut-être Bianca qui va commencer. Effectivement, c'est Bianca qui va commencer. Tout d'abord, un grand merci de m'avoir invité à participer à cet événement. Je suis extrêmement honorée et très contente de voir que vous avez pu réaliser cette chaire. On en a parlé depuis quelques temps déjà. Si tu me le permets, je vais peut-être présenter en quelques mots ce que c'est le Centre européen des consommateurs, parce que je ne suis pas sûre que tous nos auditeurs connaissent le CEC, si tu es d'accord. En quelques mots, avec plaisir. Ils pourront compléter peut-être en allant sur le site, mais en quelques mots. Absolument, je posterai les liens dans le chat. Alors, le Centre européen des consommateurs France est en fait membre d'un réseau européen, le ICCNet, présent dans tous les États membres de l'Union européenne, en Islande, Norvège et pour l'instant encore au Royaume-Uni. Notre mission principale, c'est l'information des consommateurs sur leurs droits en Europe et la résolution amiable des litiges transfrontaliers. Puis nous faisons remonter les informations de terrain vers nos partenaires, qu'ils soient nationaux ou européens, comme je l'ai posté aussi dans le chat. Mais on va très vite revenir au sujet parce que je sais qu'on est un peu en retard. Donc, avec la multiplication des offres de services en ligne et au vu des évolutions des biens et des habitudes surtout, c'est des consommateurs qui utilisent des objets de plus en plus smart, de plus en plus connectés,
il est vraiment devenu urgent de guider et de protéger le consommateur dans le monde numérique, dans ce nouveau monde de l'Internet des objets qui, pour beaucoup, était vraiment un nouveau phénomène pas du tout maîtrisé. Donc, pour nous, les consommateurs ont tout intérêt et besoin de comprendre vraiment comment fonctionnent ces biens et ces services, quelles sont les caractéristiques principales, les fonctionnalités, l'interopérabilité. Et bien qu'on peut parfois en douter, quand je regarde ma fille, toutes les jeunes générations et les anciens, nous ne sommes pas tous des experts du numérique. Des vraies questions se posent par rapport à ce monde digital, pour moi la première. Et les récentes études sur la fracture numérique le démontrent clairement. Il y a un autre sujet qui va venir à l'avenir, c'est les smart contracts, alors ces contrats complètement digitalisés, faits par ordinateur et non plus par intervention humaine. Donc il est vraiment important pour que le consommateur puisse faire une décision d'achat éclairée, que ce soit contre argent ou contre données personnelles, comme on en a parlé au préalable, qu'il a à sa disposition les informations les plus importantes pour lui. Il doit être guidé, il doit savoir si le service répond à ses besoins, à ses attentes, les fonctionnalités qu'il peut légitimement attendre, s'il dispose de l'environnement nécessaire pour faire fonctionner correctement le bien qu'il a acheté, et puis aussi des mesures de protection qui existent pour ses données personnelles, sa vie intime, etc. Alors, bien que les textes auraient peut-être pu être plus précis sur une information sur une mise à jour de fonctionnalités, mais également de cybersécurité qui seront abordés dans d'autres textes et pas celui-ci, ils consacrent pour la première fois une telle obligation d'information dans toute l'Union européenne et pour tous les acteurs. C'est également important pour les cas des garanties commerciales et légales, comme on a entendu juste avant, mais ça, c'est vraiment pas le sujet du jour. Ça sera un autre débat pour une autre table ronde. Merci beaucoup Bianca. Alors le point de vue de l'Institut national de la consommation, Patricia Fouché. Merci Natacha. Tout d'abord, merci à Carole et Natacha d'avoir convié l'INC à participer à la chaire consommation. C'est avec un grand plaisir que nous y participons et merci pour ce webinaire qui est aussi une très grande expérience intéressante de service, en quelque sorte de service numérique plutôt que du présentiel. Comme vous l'avez dit, la crise du Covid a accéléré la demande de services numériques. Donc, l'information précontractuelle est extrêmement importante pour les consommateurs. Une petite observation, de très nombreuses informations vont être communiquées aux consommateurs. Espérons que celles-ci soient lisibles, accessibles pour les consommateurs, qu'ils s'emparent vraiment de ces droits, de ces possibilités de s'informer auparavant. Nous avons également, comme Madame Chéniaud l'a indiqué, une crainte sur un certain nombre de points, car il va falloir combiner les différents textes. Donc, il y aura probablement des difficultés d'application. Je citerai juste un exemple en termes d'information contractuelle, et pardonnez-moi de lire le texte, c'est sur la question de l'information, sur les questions de compatibilité ou d'interopérabilité des biens comportant des services numériques, puisque ça a été évoqué tout à l'heure, informations dont le professionnel a ou devrait raisonnablement avoir connaissance. Nous voyons que sur ce type de libellé, il y aura effectivement des difficultés de mise en œuvre. Comme Madame Benassi l'a évoqué en début de webinaire, il est important que les consommateurs aient confiance dans toutes ces transactions, y compris celles liées donc, aux services numériques. Ils ont besoin d'être assurés sur l'existence de droits. Donc, la directive parle notamment donc, de la question de la conformité, mais je l'illustrerai surtout sur un sujet qui s'avère très important pour les consommateurs. Nous l'avons évoqué, par exemple, en matière de vente hors établissement lors de la première table ronde, c'est la question du droit de rétractation. Alors, ça, c'est un sujet extrêmement important puisque, comme vous le savez, le droit de rétractation a pour objectif de permettre aux consommateurs de tester un bien. Eh bien, il doit aussi pouvoir tester le produit et pouvoir, en quelque sorte, avoir un droit à l'erreur et donc pouvoir revenir sur son consentement. Ce qui est très positif, c'est que la directive consacre ce droit à rétractation. Alors, il y a notamment un point très intéressant qui est le considérant
30 de la directive Omnibus qui dit bien que la fourniture du service peut être continue pendant la durée du contrat. C'est tout à fait un exemple que je crois Natacha avait évoqué tout à l'heure, c'est la question du stockage dans les nuages, pour prendre juste un exemple. Les consommateurs vont pouvoir bénéficier d'un droit de rétractation. Donc, la directive organise l'information précontractuelle des consommateurs pour que ceux-ci bénéficient du droit de 14 jours. Je vais souligner 2 points qui me paraissent vraiment très intéressants et sur lesquels il va falloir véritablement que tous les partenaires de la chaîne contractuelle et également donc, les organismes d'information des consommateurs, c'est d'attirer l'attention des consommateurs sur une certaine quand même complexité quant à l'exercice des droits de rétractation. Alors, un point intéressant, la directive consacrant le droit prévoit également l'impatience du consommateur. Je m'explique. Le consommateur veut avoir accès à son service et peut-être ne pas vouloir attendre les 14 jours. Par conséquent, il est possible que le consommateur demande l'exécution anticipée. C'était déjà bien sûr prévu par la directive 2011 sur les droits des consommateurs. Là, la directive Omnibus vient renforcer, ça s'applique donc également aux services numériques, vient renforcer les précautions en quelque sorte pour éviter des contestations. Donc d'une part, il faut qu'il y ait une demande expresse du consommateur, qui devra en faire la demande sur support durable. Et ensuite, ça c'est la nouveauté, il devra reconnaître expressément, en quelque sorte, qu'après le contrat, que le contrat aura été exécuté par le professionnel, eh bien, le consommateur ne disposera plus du droit de rétractation. Donc, nous imaginons fort bien qu'au titre du formalisme, il y ait un certain nombre de cases à cocher, par exemple, mais il faudra nécessairement faire œuvre de pédagogie vis-à-vis des consommateurs, parce que nous avons tous tendance à cocher oui, nous avons lu et nous acceptons les conditions générales de vente, ou en l'occurrence, bien entendu, de service. Et donc, il conviendra d'être extrêmement pédagogue et aussi inventif pour que le consommateur ait vraiment intégré cette question de la perte du droit de rétractation. Et enfin, donc, puisque le consommateur bénéficiera d'un droit de rétractation, la directive vient encadrer davantage les conséquences de l'exercice du droit de rétractation concernant les services numériques. Alors, par exemple, le professionnel pourra, entre guillemets, couper l'accès aux services qui se conçoit aisément, et surtout, le consommateur n'a pas que des droits, il a aussi des obligations. En l'espèce, il devra également s'abstenir d'utiliser le service numérique et le rendre accessible à des tiers. Et dernier point, il conviendra également que le consommateur puisse, par exemple, récupérer des données. Donc, pour terminer sur ce sujet du droit de rétractation, nous voyons qu'il y a un renforcement, en quelque sorte, des droits des consommateurs, mais à condition qu'ils puissent véritablement s'approprier ces droits. Et l'appropriation de ces droits passe par la pédagogie qui sera faite par les professionnels dans le domaine de la présentation des contrats. Et puis, pour terminer, et c'est la mission de l'INC notamment, nous aurons évidemment à suivre attentivement ces sujets-là pour pouvoir informer au mieux les consommateurs. Je vous remercie. Merci beaucoup, Patricia et Bianca, parce que vous deux, vous avez effectivement abordé les deux grands droits des consommateurs, qui sont l'information et la rétractation et leur adaptation aux services numériques. Et je vais maintenant me tourner vers nos partenaires que sont la Fnac Darty et la FEVAD pour vous demander successivement, Nathalie Dubois et Marc Lolivier, si l'application de l'information précontractuelle aux services numériques qui seraient attachés à des biens, dont on a déjà parlé, comme les applications par exemple, si cette nouvelle application est une contrainte, une nouvelle contrainte pour vous, et en gros, quelles sont les difficultés posées par cette extension. Bonjour à toutes et tous, merci pour cette question. S'agissant de l'information, rappeler que le cadre réglementaire actuel
prévoit déjà, au-delà des informations relatives aux biens et aux services, une obligation d'information sur les fonctionnalités de leur contenu numérique et celles relatives à leur interopérabilité. La nouveauté, c'est que le cadre actuel vise les contenus numériques, là où la directive Omnibus vise les éléments numériques, composés des contenus numériques et des services numériques. Alors, Nathalie, je me permets juste de vous couper une toute petite seconde pour vous demander, je pense qu'on vous entend pas très bien, la solution serait peut-être que vous coupiez votre vidéo, D'accord. Et peut-être qu'on vous entendrait mieux. Ouais, c'est mieux là, en termes de son? Merci beaucoup. Donc, ce que je disais, c'est que la nouveauté, c'est que le cadre actuel vise les contenus numériques, là où la directive Omnibus vise les éléments numériques composés des contenus numériques et des services numériques. Alors, pour ce qui nous concerne, on ne faisait pas de distinction entre contenu et services numériques. Et il n'y avait pas de débat pour nous sur le fait qu'en l'absence de restrictions dans les textes applicables sur la nature des produits, les biens comportant des éléments numériques au sens large, pour simplifier les objets connectés, ils étaient déjà visés par les textes. La question qui se pose pour nous, c'est de savoir si le fait d'introduire cette notion de service numérique implique la fourniture de nouvelles obligations d'information concernant ces services numériques. Et là, à la lecture de la directive, on constate que ça n'est pas le cas. L'objet, donc, c'est pour nous, comme soulignait notamment tout à l'heure Madame Massi, de moderniser les textes, tenir compte de la numérisation croissante des biens physiques, puisque la notion de contenu numérique précédente reflétait la globalité des éléments numériques embarqués dans les objets connectés. Et ça, même si dans les faits, les acteurs de la distribution avaient déjà intégré ces évolutions. Pour répondre à la question, pour nous, ça n'est pas une contrainte nouvelle. Et la directive Omnibus, elle soulève finalement pour nous, distributeurs, bien le même type de mise en œuvre que celle qu'on peut rencontrer actuellement, parce que les informations qui sont détenues par les producteurs de biens, elles sont détenues par les producteurs de biens, et les distributeurs dépendent de ces producteurs de biens pour en disposer. Et le cadre réglementaire, lui, fait peser la responsabilité sur le distributeur sans lui fournir d'outils spécifiques pour engager la responsabilité du fournisseur s'il est défaillant. Donc, le distributeur, lui, il a vis-à-vis de son fournisseur seulement le cadre contractuel qui ne lui permet pas de répondre à ces enjeux réellement efficaces. Il nous semble, pour rebondir un peu sur cette notion d'équilibre qui a été mise en avant à plusieurs reprises dans le cadre de l'écosystème du droit de la consommation, que la recherche d'un équilibre, finalement, elle devrait s'inscrire à deux niveaux. Alors, en premier lieu, une réflexion sur la responsabilité des producteurs de biens et des distributeurs, avec la mise en place d'une obligation spécifique des producteurs de biens de fournir aux intermédiaires à la vente les mêmes informations. Et sur ce point, on peut faire le parallèle avec les dispositions du Code de la consommation qui sont applicables aux pièces détachées, parce qu'elles mettent à la charge du fabricant ou de l'importateur une obligation d'information du vendeur professionnel. Et il faut souligner aussi à ce titre que la loi sur la lutte contre le gaspillage et l'économie circulaire de février 2020, pour améliorer l'information des consommateurs dans le cadre de leur décision d'achat, elle renforce les obligations des fabricants au même titre que celles des distributeurs. Ça nous paraît être une piste qui est à la fois intéressante et importante. Et en second lieu, une réflexion sur un outil juridique efficace pour les distributeurs en cas de défaillance du producteur de biens. Par exemple, deux pistes, une action récursoire de droit spécifique, à l'instar de ce qui est prévu par le Code de la consommation pour la garantie légale. Ça, ce serait effectivement une piste qui serait intéressante. Ou encore, aller jusqu'à finalement consacrer que la non-fourniture par le producteur de biens d'une information qui, si on suit le premier niveau, serait devenue obligatoire, sera alors constitutive d'une non-conformité. Et de manière générale, on pourrait aller encore plus loin dans le cadre de cet écosystème et prévoir qu'à chaque fois qu'on fait peser sur l'intermédiaire à la vente une sanction administrative ou pénale qui serait dépendante du producteur de biens, une action récursoire de droit. Ça irait en fait pour nous dans le sens d'un équilibre qui permettrait de replacer chaque acteur de l'écosystème dans sa juste responsabilité et ça aurait donc un effet vertueux et au final, ça contribuerait à une amélioration de l'efficacité
Pour nous, effectivement, cette notion d'information, elle doit être appréhendée vraiment à la globalité de la chaîne. Merci Nathalie. Alors malheureusement, il y a eu quelques petites difficultés de connexion, donc on vous a pas toujours très bien entendu, mais je crois que les participants ont compris l'essentiel que je vais résumer, si j'ai bien entendu. C'est que l'information pose pour vous des difficultés en tant que distributeur, parce que finalement vous dépendez de ce que va vous transmettre le fabricant ou le producteur. D'où cette proposition que vous faites de s'inspirer de ce qui existe aussi en matière de pièces détachées dans la loi économie circulaire, c'est-à-dire c'est de renforcer l'information qui pèse sur le fabricant pour qu'il puisse la répercuter sur le distributeur et ensuite envisager des actions récursoires. J'espère que je n'ai pas trahi votre pensée. Non, tout à fait. Merci. Non, mais j'espère que la connexion sera meilleure pour la loyauté des plateformes, pour vous entendre. Mais en attendant, je vais tout de suite passer la parole à notre autre partenaire, Marc Lolivier, délégué général de la FEVAD, qui va lui aussi nous donner son point de vue sur ces contraintes liées aux informations sur les biens comportant des éléments numériques. Oui, bonjour Natacha, bonjour à toutes et à tous. Et d'abord, je voudrais redire à nouveau à quel point la FEVAD est fière et heureuse de participer au lancement de cette chaire sur le droit de la consommation. Et je suis tout à fait convaincu que cette chaire est appelée à devenir un lieu à la fois d'échange, d'information, de confrontation d'idées. Et ce qu'on a pu entendre ce matin, en tout cas, est de bon augure et très prometteur pour l'avenir. En tout cas, nous conforte dans l'idée, effectivement, que cette chaire est appelée à jouer un rôle important dans cette recherche d'équilibre dont il a été question à plusieurs reprises et je pense dont on reparlera certainement dans les minutes à venir. Alors, Nathalie a bien résumé le point de vue des professionnels. Moi je voudrais peut-être revenir sur 2-3 points que nous inspirent ces nouvelles dispositions en matière de services numériques. D'abord, alors est-ce que c'est une contrainte? Je ne sais pas ce qu'on entend par contrainte. Je crois que ce qui est plus intéressant, c'est de savoir est-ce que c'est nécessaire. Et là, de ce point de vue-là, je pense qu'effectivement, lorsqu'on voit aujourd'hui le poids que représentent les services numériques, et c'est vrai que dans ce contexte de crise sanitaire, ils sont appelés à se développer encore plus rapidement, il était parfaitement normal, effectivement, que l'on essaye de réguler et d'instaurer une réglementation, en tout cas d'intégrer dans le corpus droit de la consommation ces services numériques. Alors, on voit bien qu'il y a 2 types de dispositions qui sont introduites. La première vise, on a parlé de l'information. Ça nous rappelle à quel point, effectivement, l'information sur les caractéristiques essentielles est tout à fait fondamentale dans la relation avec le consommateur. Et de ce point de vue-là, je crois qu'effectivement, aujourd'hui, dans le monde des objets connectés, dans le monde de ces services où, effectivement, l'interaction ne se fait pas simplement entre la personne et l'objet, mais également entre les objets avec l'ouverture des services, des informations sur les fonctionnalités, mais également sur l'interopérabilité, participent de l'information sur les caractéristiques essentielles. Et de ce point de vue-là, même si je crois qu'effectivement, beaucoup de professionnels mettaient déjà cette information au service des consommateurs, il était tout à fait souhaitable que le législateur vienne préciser ces obligations et les rattacher au titre des obligations des informations essentielles. Le deuxième point que ça nous inspire, c'est que, et ça c'est intéressant, c'est le reflet d'une tendance quand même plus générale, pour pas trop rentrer dans l'opérationnalité, comme ça a déjà été fait. Cette tendance et cet article, cette disposition est assez révélatrice, c'est une tendance quand même à reporter finalement sur le vendeur l'ensemble des obligations. C'est quelque chose qu'on voit en droit de la consommation et qui paraît assez logique puisque finalement le vendeur est le lien avec le client et cette tendance assez naturelle effectivement à lui reporter finalement l'ensemble des obligations d'information, y compris les informations dont il n'est pas l'auteur direct mais dont il est tributaire en ce qui concerne leur détention. On le voit d'ailleurs en droit de la consommation mais également dans d'autres domaines, je pense notamment au droit de l'environnement, on peut penser à l'éco-contribution sur la D3E, aux obligations de reprise, mais également en matière de droit des données personnelles. On voit une position de la CNIL qui de plus en plus considère, on va y revenir sur le débat des cookies, que l'éditeur, finalement, est celui qui est responsable de l'information, nonobstant le fait qu'il ne soit pas nécessairement le responsable du traitement, qui est celui qui originellement était débiteur de cette obligation d'information. Donc, on voit effectivement
une pression de plus en plus importante sur les vendeurs pour être le dépositeur de cette information et à charge pour lui de la communiquer, alors de la récupérer et de la communiquer. Donc se pose effectivement la question qui a été évoquée par l'INC et également par la FNAC, qui est jusqu'où on place cette obligation. Est-ce qu'on est dans une obligation de résultat, une obligation de moyens, et comment on reflète finalement une réalité qui est celle que le vendeur ne dispose pas et est quand même dépendant des informations de la part de ceux qui doivent en tout cas qui en sont propriétaires. Donc là, je crois qu'effectivement, il y a à trouver le bon milieu entre une position qui serait de dire « Ah ben, puisque ce n'est pas lui qui détient l'information, ce n'est pas de sa faute », et quelque chose qui serait de dire on s'en fiche, peu importe. Donc il faut, comme dans la question des pièces détachées, de la réparabilité, qu'on régule également cette question de la relation entre le vendeur et celui qui est détenteur de l'information, que ce soit le fabricant ou d'autres personnes. Et puis, l'autre point, parce que l'heure tourne, mais c'est un sujet qui me passionne et qui a été abordé en première partie de la table ronde, qui est celui, effectivement, de la reconnaissance par la directive finalement des données personnelles comme une contrepartie de l'accès aux services donnant droit à un droit de rétractation. Alors, pour moi, en tout cas, c'est vrai que c'est intéressant parce que cette mesure a donné lieu pour moi, un premier conflit de droit, conflit de normes entre deux normes, à savoir effectivement cette directive qui très clairement non seulement reconnaît la possibilité effectivement de la donner en tant que contrepartie, mais également lui attache un certain nombre de droits, y compris le droit de rétractation, et par ailleurs une interprétation du RGPD, puisqu'encore une fois, ce n'est pas le RGPD, mais l'interprétation qui a été faite à la fois du RGPD et de la directive sur la vie privée dans le secteur des télécommunications, qui a donné lieu à une recommandation de la CNIL au printemps dernier, recommandation selon laquelle, effectivement, dès lors que l'accès au service était conditionné à l'autorisation d'utilisation des données à des fins de publicité ciblée, cette autorisation ne pouvait pas être valable. Ce qui, de fait, revenait à interdire la possibilité de demander aux consommateurs, effectivement, en contrepartie de l'accès gratuit au service, la fourniture des données. Voilà. Alors, le Conseil d'État, vous le savez, a censuré puisque c'est une position qui était dans les recommandations de la CNIL en matière de cookies. Elle a fait l'objet d'un recours devant le Conseil d'État, donc qui a censuré cette disposition-là, considérant effectivement que la CNIL, et d'ailleurs la CNIL, ce faisant, reprenait les lignes directrices du G29 et consacrées par le Comité européen de la protection des données, a considéré, le Conseil d'État, en tout cas, que la CNIL avait outrepassé effectivement ce que disait le RGPD en interdisant en quelque sorte la possibilité de faire des données, ou en tout cas en interdisant le fait que le consentement pouvait être valable, nonobstant le fait qu'il était conditionné à l'accès du service. Donc on va voir comment effectivement la CNIL, puisque la recommandation est en cours d'être réécrite suite à cette décision du Conseil d'État, que je vous invite vraiment à lire parce qu'elle est très intéressante. En tout cas, elle est intéressante également au-delà des dispositions matérielles, dans la mesure où elle montre cette porosité qu'on voit de plus en plus entre protection des données et protection des consommateurs. Et là, je crois que c'est aussi sans doute un sujet de réflexion et de travaux pour la chaire, puisqu'on voit effectivement que la protection des données, qui autrefois relevait vraiment des libertés fondamentales de la vie privée, aujourd'hui on voit qu'elle a aussi une dimension droit des consommateurs. On l'a vu tout à l'heure dans le démarchage à domicile, on le voit aussi dans la publicité ciblée, et donc cette interconnexion entre le droit des consommateurs et le droit à la protection des données, on la retrouve aussi un petit peu à travers cette nouvelle mesure introduite par la directive. Merci beaucoup, Marc, pour votre point de vue et puis pour avoir attiré l'attention effectivement sur ces croisements. Droit de la consommation, droit des données personnelles, qui est évidemment aujourd'hui au cœur des enjeux du droit de la consommation, qui est une matière très transversale. Et donc, merci beaucoup.